il pense que les cycles liés au halving sont finito. Le mec semble sérieux et compétent, assez convaincant. Alors, j'ai pas vu cette interview spécifiquement, je ne connais d'ailleurs pas ces personnes, ça c'est clair. Par contre, les cycles liés au halving, c'est vrai que dans le futur, à mon avis, est-ce qu'ils sont finito? Je ne sais pas, alors je sais pas leurs arguments, mais moi ce que j'ai en tête, c'est que de toute manière, tu sais très bien que le supply baisse continuellement. Donc on parle de supply shock au final, où tous les 4 ans, on divise par 2, donc halving, le récompenses de BTC qui sont donnés aux mineurs pour valider les blocs. Donc là, en ce moment, on est à 3,125, si je ne m'abuse. Et c'est vrai que dans le futur, le prochain cycle, donc quand on a eu le halving en 2024, donc le prochain, à peu près tous les 4 ans, on sera en 2028, et donc on passera à 1,060 0,60 et quelques, je ne sais pas exactement, mais dans l'idée, il y a quand même cette information qu'on sait d'avance, parce que c'est Bitcoin, que au fur et à mesure du temps, le supply shock va être beaucoup moins important. C'est-à-dire que comme les récompenses vont diminuer, mais qu'on vont passer de 325 à 1,060, on est d'accord que c'est pas la même chose que de passer de 50 à 25, de 25 à 12,5. À chaque fois, voilà, et surtout si le prix du Bitcoin est élevé, on sait que les mineurs vendent, on a déjà parlé dans d'autres lives, mais en gros, plus ça va avancer, plus le supply shock, on va dire, la différence de Bitcoin qui vont être émis après le halving va être faible. Et du coup, c'est vrai que ça aura potentiellement moins d'impact. Parce que le choc, la partie offre, sera quand même réduite. Mais bon, passer de 325 à 1 et quelques, en gros, ça sera pas la même que de diviser sur des gros montants. Et du coup, c'est possible que ça ait moins d'influence. Effectivement, le halving, je suis d'accord sur cette partie-là. Après, est-ce que c'est la fin des cycles? Non plus. Parce que ça serait, encore une fois, ça revient à dire, cette fois-ci c'est fini, il n'y aura plus de cycle sur le Bitcoin, parce que insérer l'argument du moment, la réserve stratégique, tout ça, tous les actifs financiers ont des cycles, donc il y aura forcément des cycles. Après, est-ce que ça sera drivé par le halving? Peut-être de moins en moins. Et de toute manière, je vais peut-être aller le chercher, parce que de toute manière, les habitués, ils commencent à connaître. Ah, j'avais cette partie là aussi que j'oubliais, on va la voir après. Ce qui drive surtout le cycle des cryptos, c'est la liquidité, hein, on est d'accord. Est-ce que je vais retrouver mes données? Ah oui, voilà. Le fameux graphique, bon, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas présenté, donc on va le représenter, donc de Raoul Pal, hein, c'est sûrement donc Global Macro Investor, donc un macroéconomiste quand même assez connu. Il a fait des bons calls, il a fait des calls un peu moins bons. Il y a une compilation d'ailleurs qui est passée avec ses pires calls, bon, mais dans l'idée, il est quand même assez intéressant à écouter, il a des points de vue intéressants. Et déjà, et ça, on parle de juillet 2022, hein. Regarde le tweet, où on a... est-ce que le schéma narratif, c'est vraiment les cycles de halving qui drivent le prix du BTC, ou le cycle de BTC, ou est-ce que ça serait pas plutôt les liquidités, l'AM2 notamment, au niveau global? Et en fait, quand on se rend compte que Bitcoin et les marchés des cryptos suivent complètement le cycle des liquidités est très très corrélé, quasiment à 100%, au cycle des liquidités, donc c'est-à-dire quand il y a du quantitative easing, quand il y a des baisses de taux d'intérêt. C'est pour ça aussi qu'on regarde attentivement le FOMC, le meeting officiel de la Fed, où ils se réunissent tous les 2-3 mois pour décider des taux d'intérêt. Est-ce qu'on les baisse, est-ce qu'on les maintient, est-ce qu'on les augmente en fonction de leur cible par rapport à l'inflation? En final, quand ils baissent les taux d'intérêt, ça veut dire qu'il y a de l'argent qui coûte moins cher à emprunter, plus de liquidité, si en plus c'est couplé avec du quantitative easing, donc une augmentation de la masse monétaire, création de la nada, de beaucoup d'argent, et bien en général, donc là vous avez Global M2, donc en blanc, et on se rend compte qu'il y a une augmentation de liquidité, et très peu après, tu as une augmentation des cryptos, mais c'est une augmentation sur tous les actifs à risque, hein, on est d'accord, c'est plus tu as de la liquidité, plus tu as de l'argent pas cher, plus ça se déverse vers des actifs à risque. Les investisseurs sont en mode risk-on asset, donc ils vont avoir de l'argent pas cher, donc pas intéressant d'aller sur des bons d'État, des bons d'entreprise, des choses comme ça. Ils vont aller chercher du risque parce que l'argent coûte pas cher, et donc, comme les cryptos sont tout à droite de la courbe du risque, ils vont aller aussi dans les cryptos, mais ça bénéficie aux actions technologiques, à tous les types d'actifs qui suivent la courbe de risque. Et donc, moi je suis d'avis aussi, et ça a pu se confirmer aussi, notamment lors du dernier cycle, on a eu une quantité, enfin c'était le quoi qu'il en coûte, donc tu as eu
une augmentation sans arrêt de la quantité d'argent en circulation, et on a eu le plus gros bull run de tous les temps. Donc au final, malgré le cycle du halving, qui quand même peut jouer un rôle, et qui jusqu'à présent a joué un rôle primordial quand même, s'il n'y a pas de liquidité au niveau global, tu n'auras pas de bull run. Donc voilà, j'ai pas vu cette interview, mais ce que je peux te dire, c'est que ouais, ça aura de moins en moins d'impact au travers du supply. Et ce qui compte surtout, en fait, c'est est-ce qu'il y a de l'argent? Est-ce qu'il y a de l'argent disponible pour aller sur les actifs à risque? Est-ce qu'il y a de l'argent pour aller sur les crypto-monnaies? Et si on n'est pas dans cette configuration, si au niveau mondial, on est plutôt sur des pays qui sont en récession, sur des taux d'intérêt qui montent, et dont des gens qui se mettent plutôt en mode protection, on va investir sur des valeurs refuges, quelles qu'elles soient considérées, au final, il n'y aura pas d'argent sur les cryptos. Donc, soit il y a beaucoup d'argent et on aura du bull run, soit ça va se resserrer et on n'aura pas de bull run. Et on arrive aussi à cette partie que j'avais un peu zappé et qu'on va voir maintenant au final. Pourquoi au final? Qu'est-ce qu'on peut attendre de tout ça? Et ça, j'en ai parlé dans cette vidéo, je vous invite à voir. J'ai publié cette miniature, là, très jolie tête. Ça s'appelle Inflation, emploi, retraite, pourquoi tu dois agir maintenant? Donc voilà, c'est un peu clickbait, comme ça marche mieux. Mais dans l'idée, voilà, je refais un peu l'inflation en France, tout ça. Mais l'idée, c'est surtout de vous montrer au final, ça on en a évoqué sur les lives, qu'est-ce qui est prévu. Donc là, c'est un article de Bloomberg que, alors j'ai pas mes codes d'inscription, donc je ne vais pas pouvoir le montrer parce que ça va bugger en gros. Mais un des graphiques le plus intéressant, le titre de l'article, c'est la dette fiscale est en train de bouffer le monde en gros. Et ce qui est prévu pour les prochaines années, donc forecast, hein, le poids de la dette par pays et dans le monde et sur différentes zones économiques, en fait, ça va faire qu'augmenter. Donc sur le monde forecast jusqu'à 2050, hop, les pays du G7, les US, la Chine, alors il n'y a que l'Allemagne qui potentiellement arriverait à baisser le poids de leur dette. Mais dans toutes les zones économiques, macro, ce que vous voulez, la France notamment, hein, on prévoit une augmentation importante du poids de la dette. Et ça, arrivé à un moment, on peut aller voir la fiscale dominance. Donc ça, on l'a évoqué il y a 2 semaines, il me semble, le live il y a 2 semaines, peut-être 3. Mais en gros, on aura une dette des pays qui ne va pas arrêter d'augmenter. Donc forcément, il va falloir la financer d'une manière ou d'une autre. Donc, premier moyen, ça va être remonter les impôts, hein, ce qu'on est en train de voir en ce moment. Tout le monde est en train de bouffer gras. Hein. Tous ceux qui ont des actifs taxables, de l'immobilier et maintenant les cryptos, hein, qui étaient passés, bon, on n'en parlait pas trop jusqu'à présent, mais bon, ils sont en train de nous concocter des trucs assez sympas. Donc j'ai vu passer des choses assez folles au final. Bon, moi ça ne me concerne pas directement parce que je ne suis pas résident fiscal en France, mais à voir ce qui se met en place réellement. Mais il y a des propositions quand même costauds sur la table. Hein. J'ai entendu parler, vous me direz si je me trompe, mais de la taxation des actifs improductifs. Donc si vous avez un certain montant, ça va être taxé, plus l'imposition crypto aussi, qui n'était pas là jusqu'à présent, mais à surveiller de près, parce que si ça passe réellement, ça va changer pas mal de choses. Plus tout ce qui est Mika, bien évidemment, on a vu Tether au début de la vidéo, qui, certains stablecoins qui pourraient se faire bannir, et la partie réglementaire et fiscale pour les entreprises qui arrive aussi bien sévère. Donc il y a cette partie-là, on a dit, les impôts pour payer la dette, hein. La dette qui est utilisée pour faire creuser le trou à chaque fois, mais aussi la manière principale, c'est quand même tout ce qu'on a dit, hein. Impression monétaire, quantitative easing, baisse des taux aussi, et au final, on pourrait se retrouver, et là ça c'est la thèse de Lynn Alden, donc une autre macroéconomiste que j'aime beaucoup, où au final, on arrive sur la dominance fiscale, donc plus que la dominance des banques centrales, où on a le meeting de la Fed régulièrement, est-ce qu'ils vont baisser les taux, est-ce qu'ils vont monter les taux, est-ce qu'on va avoir de l'argent pas cher? Au final, on aurait une dette des États qui seraient tellement importantes que ça serait eux, au final, pour pas faire faillite, qui diraient, écoutez, ta dette, l'inflation, on s'en fout, il faut nous imprimer de l'argent pas cher, il faut baisser les taux. Il faut baisser les taux parce qu'on s'en sort pas. On a une poids de la dette tellement important que si tu nous montes, ce qui se passe aussi pour la France actuellement, hein, on a des taux d'intérêt qui sont assez élevés et un poids de la dette qui ne cesse d'augmenter parce qu'au final, ça coûte plus cher de se refinancer. Et du coup, un poids de la dette qui augmente jusqu'à un moment où les États arrivent à un certain moment. Et ça, alors j'ai pas retrouvé les études, mais de toute manière, ça a été étudié au final, à partir d'un certain montant d'imposition. Au final, il y a une telle réticence et les gens commencent à se barrer au final. Donc, tu peux augmenter les impôts jusqu'à un certain niveau, mais à partir d'un certain niveau, et je pense
on commence à y être bien, voire on l'a peut-être dépassé, c'est contre-productif en fait parce que les gens qui peuvent se barrent et les gens qui peuvent pas se barrer au final décident de travailler moins ou de se faire moins imposer. Donc au final, j'aimerais bien le retrouver d'ailleurs, si vous l'avez le lien, certaines études au final où c'est à partir d'un certain montant d'imposition, au final, c'est contre-productif pour un pays. Du coup, il ne te reste plus que le levier de la dette et le levier monétaire. Et donc, au final, pour faire court et pour faire résumer, si on continue sur ces prévisions de dette, où franchement, je ne vois pas trop comment on va faire pour résoudre le problème au moins court terme. Hein. Si on veut, comment ils disent, kick the can down the road, hein, en bon anglais, donc continuer à faire tourner la boule en augmentant la dette et que le système s'effondre pas, il va falloir imprimer encore plus d'argent, potentiellement couplé à des taux bas pour réduire la dette pour les États, et donc potentiellement laisser l'inflation sans contrôle, hein, parce que il faudrait absolument ça pour pouvoir payer la dette des États. Donc si on est dans ce cas-là, pas forcément un cas aussi extrême, mais dans tous les cas, voilà. En résumé, il y a la recette de l'État, c'est les impôts et ça peut être l'inflation monétaire. Donc si on est dans ce cas-là, il y aura quand même de l'impression monétaire, donc il y aura des cycles. Et à mon avis, ça serait important de comprendre un peu tout ça et d'être investi dans des actifs qui résistent à l'inflation parce que ça va piquer. Donc pourquoi les liquidités continueront à être importantes? Petite digression pour expliquer tout ça.